Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour ce sujet des Smart Port City. Nous allons aborder ce sujet passionnant et quoi de mieux aujourd'hui que de se retrouver au Havre pour un tel sujet. Donc nous allons passer ce moment ensemble donc, avec Toan, Claire et Adrien pour le Conseil des jeunes, Jean-Baptiste Gastine qui est le premier vice-président du Havre Seine Métropole, Sébastien Courtin, directeur territorial Normandie de Enedis, Christophe Gauthier, directeur de la maîtrise d'œuvre et ingénierie d'Aropa Port, et Emmanuel Schilvert, délégué régional Normandie NJ. Donc, nous allons pouvoir aborder différents sujets autour des Smart Port City. Aujourd'hui, on se rend compte que les ports forment un écosystème à la fois d'acteurs publics, d'acteurs privés, avec aussi l'implication d'acteurs nouveaux tels que les startups et les citoyens. Il est important aujourd'hui de repenser le port pour pouvoir les faire entrer dans une nouvelle ère, d'autant plus que le développement des initiatives Smart ne relève pas simplement d'enjeux économiques, mais également écologiques, à savoir faire du port un lieu plus respectueux de son environnement, d'enjeux citoyens pour retisser le lien qui peut être parfois rompu entre le port et la ville, et tout ceci dans un contexte aussi de maîtrise de data. Je vais peut-être redonner quelques chiffres d'Aropa Port, même si vous avez très certainement, on vous a déjà très certainement donné ces chiffres. C'est quand même le premier port à conteneurs de France. C'est le premier port mondial pour les vins et spiritueux. C'est 72 millions de tonnes de trafic, et c'est 32 000 emplois directs. Donc au-delà de ces chiffres, c'est aussi l'ensemble d'une région et d'un territoire qui sont sollicités. Donc qu'est-ce que la Smart adaptée au port? C'est avant tout de mettre la technologie au service du port pour en faire un outil de compétitivité, un modèle de transformation au service de l'optimisation des ressources, mais également le fer de lance du rayonnement d'un pays. Et je vais tout de suite passer la parole à Jean-Baptiste Gastine pour finalement vous poser la question. Jean-Baptiste, comment mettons en place une démarche de Smart Port et qu'est-ce que vous avez mis en place au Havre et plus largement à Aropa? Bonjour à tous, merci Delphine pour cette question. Tout ce que vous avez dit sur le port est parfaitement exact et parfaitement intéressant. Mais c'est encore plus exact et encore plus pertinent pour une ville portuaire. C'est-à-dire que l'écosystème dont on parle, il n'est pas uniquement centré sur le port, il est centré sur ce territoire qui a comme particularité d'être une ville moyenne, finalement, 275 000 habitants avec les communes voisines de la communauté urbaine, et d'être un grand port, le plus grand port de France pour le commerce extérieur. Et donc, c'est ça qui crée un écosystème très particulier avec des enjeux multiples, extrêmement nombreux. Et la démarche Smart Port City doit permettre à ce territoire portuaire de rester dans la compétition internationale des grandes villes portuaires. Et cette compétition, elle est féroce. On joue avec des très très grands comme Anvers, Rotterdam. Il s'agit pour nous de rester dans la course, de rester dans la Ligue 1 des grands ports de la rangée nord-ouest européenne. Et pour ça, il faut innover et il faut, si possible, accélérer l'innovation, accélérer les transitions qui sont à l'œuvre, qui ont commencé, qui sont des transitions énergétiques, des transitions numériques, des transitions écologiques. Et le projet Smart Port City, il doit nous permettre ça. Voilà, il doit nous permettre ça. C'est un projet de longue haleine qui s'étendra au moins sur 10 ans et qui aura, je pense, des répercussions encore à plus long terme. Alors il se trouve qu'on a répondu à un appel à projet du gouvernement sur les territoires d'innovation et de grande ambition. Et nous, notre grande ambition, c'est l'ambition d'une ville portuaire. Et c'est pour ça qu'on a répondu à cet appel à projet avec tous les partenaires, au premier rang desquels, bien sûr, le Grand Port Maritime du Havre, mais pas seulement, on y reviendra. Il y a de très très nombreux partenaires qui sont autour de nous. Voilà. On a justement Enedis et NJ à cette table ronde, même s'il n'y a pas de table. C'est l'occasion finalement pour nous aussi de réfléchir et que vous puissiez aussi nous faire votre retour, Jean-Baptiste, sur le rôle des acteurs publics-privés. Comment on fait pour réussir ce type de partenariat? Alors, comment on fait pour le réussir? Il faut être toujours humble et prudent parce que c'est jamais acquis, c'est jamais gagné, c'est jamais facile. Il se trouve que là, dans ce projet Smart Port City, qui a été lauréat de l'appel à projet du gouvernement, on est, je crois, 80 partenaires. 80 partenaires
publics, privés, associatifs, universités, unions maritimes et portuaires, beaucoup d'entreprises. Et c'est probablement une des particularités de ce projet-là, de ce territoire-là, parce qu'il y a 23 autres lauréats ailleurs en France, c'est d'avoir autant de partenaires. Alors c'est réjouissant, et en même temps c'est un défi, mais on n'envisageait pas les choses autrement ici. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, les enjeux sont très importants, ils sont multiples, et il est plutôt réjouissant qu'on se retrouve à 80 partenaires pour porter des projets qui sont parfois très très différents les uns des autres, mais qui ont tous comme point commun l'innovation et l'ambition pour ce territoire ville-port. Toan, je pense que tu avais une question à poser sur ce sujet. Effectivement, donc merci Delphine, bonjour à tous. Alors, quand j'ai consciencieusement préparé cette table ronde, je me suis intéressé à la diversité des acteurs qui entrent dans ce projet de Smart Port City et j'ai été frappé de voir à quel point ils représentent une certaine diversité. Alors effectivement des entreprises, voire des multinationales, des écoles, des universités et des administrations publiques. Et donc je me posais la question de comment fonctionne cette collaboration entre tous ces acteurs et surtout comment est organisée la gouvernance. Voilà, est-ce que la collaboration est fluide ou est-ce qu'au contraire d'avoir une diversité d'acteurs si importante peut au contraire entraîner justement des difficultés dans cette gouvernance? Alors, vous avez raison, il y a des multinationales, il y a aussi des toutes petites entreprises, il y a des startups qui font partie du programme et il ne faut pas les oublier. C'est un pilotage communauté urbaine. Il se trouve que c'était la règle de l'appel à projet et donc c'était à des intercommunalités de répondre à l'appel à projet du gouvernement. Donc la communauté urbaine du Havre a pris le lead, si je puis dire, sur la candidature. Elle s'est tout de suite rapprochée du port, qui est notre partenaire principal sur ce projet de Smart Port City, évidemment. Et puis parce que Le Havre est ce qu'il est, et que Le Havre, c'est d'abord une ville portuaire. Et après, vous avez raison, c'est un défi permanent que d'arriver à travailler comme ça collectivement. Alors, on a un mode de gouvernance qui nous permet de le faire, des comités de pilotage réguliers, des comités techniques réguliers, soit tous ensemble, soit projet par projet, puisque c'est une vingtaine de projets qui sont ainsi conduits. Et chaque projet est piloté par l'un d'entre nous. Voilà, ce n'est pas toujours la communauté urbaine qui est au pilotage. Les chefs de projet, les chefs de file pour chaque projet sont différents. D'accord, merci. C'est une transition toute trouvée pour donner la parole à Sébastien Courtin et Christophe Gauthier, qui vont pouvoir aussi nous expliquer quels sont les enjeux environnementaux liés au port, et peut-être après rentrer un peu plus dans le détail, notamment du raccordement des navires. Je vous laisse la parole, Sébastien. Oui, bonjour à tous. Merci Delphine. Donc peut-être quelques mots pour resituer Enedis. Enedis, c'est une filiale du groupe EDF. C'est une entreprise de service public qui est connue par vous pour l'exploitation des réseaux, l'entretien, le développement de ces réseaux, le dépannage, mais sans doute moins connue comme acteur clé de la transition écologique. Et pourtant, le réseau électrique est un maillon essentiel de cette transition, comme le disait M. Gastine, écologique, énergétique et numérique. Alors, concernant la collaboration qu'on mène avec la communauté urbaine du Havre et Aropa sur Smart Port City, je vais citer 4 exemples assez caractéristiques qui seront ensuite développés en lien avec Christophe. Alors, le premier concerne la décarbonation des quais. Alors, la décarbonation des quais, ça consiste en quoi? Ça consiste à alimenter les navires de croisière qui sont stationnés, alors on parle de la pointe de Floride, là en l'occurrence, avec de l'énergie électrique et éviter que ces navires, lorsqu'ils sont stationnés à quai, utilisent leur moteur diesel pour être alimentés. Là, on est sur des très grosses puissances, hein, et ce matin, messieurs Édouard Philippe et Nicolas Meyer-Rossignol mettaient l'accent sur les infrastructures. On est sur des gros travaux lourds pour alimenter ces dispositifs. En ce qui concerne le port du Havre, c'est 3 km de réseau moyenne tension qui seront acheminés jusqu'au point d'alimentation avec la pose d'un très gros transformateur à l'interface entre le réseau de transport et le réseau de distribution pour fournir une puissance de 30 MW. 30 MW, c'est extrêmement conséquent. Il faut imaginer que c'est environ l'alimentation de 15 000 personnes. Donc c'est de très très grande puissance. Dans un environnement complexe où il faut traverser des quais, traverser des voies ferrées, traverser des voies lourdes. Et je laisserai
Monsieur Gauthier revenir sur les explications techniques. Ensuite, un deuxième exemple, l'implantation et l'alimentation des énergies renouvelables. Aropa a pour ambition de développer 50 MW d'énergie renouvelable d'ici 2025. Donc c'est extrêmement conséquent et ça veut dire un certain nombre de ces installations seront raccordées au réseau de distribution. Il faut les mettre au bon endroit pour solliciter le moins possible et optimiser les investissements. Puis après, il y a d'autres idées, d'autres initiatives aussi intéressantes sur ce sujet, comme l'autoconsommation collective. C'est quoi? C'est l'esprit de la produire local et consommer local. Donc c'est des producteurs d'énergie sous différentes formes juridiques et des consommateurs qui, dans un périmètre donné, s'organisent, les uns mettant à disposition de l'électricité, l'énergie produite pour les autres. Donc ça, c'est une espèce de boucle énergétique virtuelle, mais qui est extrêmement porteuse. Un troisième champ aussi important, c'est celui de la mobilité électrique. Vous le savez, hein, c'est en développement exponentiel partout et sur le port du Havre, bien évidemment, et sur Aropa de manière générale. Il faudra alimenter des flottes de véhicules d'entreprise, les flottes du port en lui-même, et puis aussi faire transiter les passagers. Hein. Sur le Havre, j'ai noté que c'était 350 000 croisiéristes par an qui cheminaient via le Havre. Bah, évidemment, faut les faire transiter. Et puis un dernier point relatif aux données, à l'exploitation des données. Donc Enedis gère énormément de données de consommation et ces données-là, elles sont mises à disposition, utilisées pour réaliser des actions de performance en matière énergétique, en matière de rénovation thermique et ça aussi c'est un des enjeux majeurs actuels. Merci beaucoup. On va passer du coup à Monsieur Gauthier. Vous allez peut-être pouvoir nous parler plus spécifiquement de la nouvelle démarche de raccordement des navires. Oui, bonjour à tous. Alors les raccordements d'un navire, c'est un enjeu qui est bien évidemment un enjeu de qualité de l'air, mais pas que, parce que derrière la qualité de l'air, il y a aussi des nuisances sonores du fait des moteurs diesel qui doivent continuer à tourner. Alors pas les moteurs principaux, hein, qui bien heureusement s'arrêtent lorsque les navires sont à quai, mais des moteurs qui doivent générer des puissances électriques importantes, donc avec des émissions également importantes. Donc c'est des nuisances sonores non seulement pour la ville, mais aussi pour le confort des bords. Ça fait des vibrations, ça fait du bruit. Et puis, il y a un enjeu qui est non négligeable. On parlait du monde compétitif. Et bien, de pouvoir raccorder des navires à quai, d'être propre, c'est un atout commercial, c'est un atout d'image, c'est un atout pour le port, c'est un atout pour la ville et c'est un atout aussi pour les armateurs. Et donc le monde armatorial s'engage dans l'équipement des navires et un port qui veut rester compétitif doit pouvoir les accueillir et faire le pendant aux investissements qu'ils font pour que les navires soient raccordables. Donc c'est quelque chose qui est parti. Alors les navires, c'est complexe parce que l'énergie nécessaire est très importante. Et si on prend une image de mettre une rallonge entre une prise de courant et un appareil, ça paraît tout bête, mais lorsqu'on parle de puissance de 10 MW, avec des difficultés d'une énergie terre-réseau qui amène une puissance et une tension qui est fixe, et des navires de l'autre côté qui peuvent être en 6 000, en 11 000 et tout entre les deux, mais aussi en 50 et en 60 Hz. Derrière, cette amenée d'énergie, ces 3 km de réseau, cette puissance, il faut un petit immeuble pour, à l'intérieur, beaucoup de technologies pour convertir les tensions, pour convertir les puissances, pour convertir également les fréquences. Et il faut assurer une qualité de production de l'électricité qui correspond au navire, parce qu'on ne peut pas se mettre en responsabilité de venir détériorer des installations à l'intérieur du navire. Donc tout ça, c'est complexe. Alors, on est en train de s'y mettre, on avance, bientôt ce sera fait. Mais déjà, sur Aropa, tout l'axe Seine, on est déjà en capacité de brancher des bateaux fluviaux. Et ça, c'est un réseau qui est déployé entre Le Havre et Paris. Une quinzaine de points de raccordement qui, dans les 2 ans, vont passer à près de 90 points. Donc ça, c'est déjà fait, ça fonctionne. Et pour reprendre l'image, dans ce cas-là, c'est plus simple parce que la rallonge entre le bateau et le bord est un peu plus petite et un peu plus facile à brancher. Pour les navires, on est parti dans plusieurs projets, plusieurs directions. Donc Sébastien a parlé de la pointe de Floride.
Ça, c'est la croisière. C'est notre projet prioritaire parce que le terminal croisière est en centre-ville ou tout près du centre-ville. Donc, il y a un fort enjeu. Il y a des forts gains à faire pour la ville. Mais on travaille aussi sur le conteneur. Le conteneur, c'est un petit peu plus simple parce que les puissances sont moins importantes. Il y a beaucoup d'enjeux parce que c'est compétitif et que les armateurs veulent y aller en général. On a des systèmes qui sont un peu plus simples aussi. Comme il y a moins de puissance, on a des points de branchement qui sont plus aisés à réaliser. Avec néanmoins une difficulté, c'est que lorsqu'on branche un navire, il faut une prise de courant. Et quand on parle conteneur, il y a des portiques et il y a des rails. Et la rallonge ne peut pas passer sur le rail. Ça veut dire que la prise de courant qui fait quelques mètres cubes, elle doit se situer sur le bord à quai. Et quand on doit aménager des ouvrages qui sont déjà présents, en plus, sur le Havre, on a pris le parti d'avoir une conception qui fait que la grue est très proche du bord à quai pour gagner de la portée. On a peu de place. Donc là-dessus, on travaille à adapter des solutions existantes pour diminuer l'encombrement, pour pouvoir ouvrir le service en conteneur. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais on est en train de faire des tests. Donc pour la croisière, d'ici 2025, on sera branché 3 navires en même temps. Sur le conteneur, en 2025, on commencera à en brancher. Et il faudra quelques années pour développer, pour pouvoir équiper l'ensemble des quais du Havre. On réfléchit aussi aux autres activités avec un petit peu moins de pression. On ne peut pas oublier le ferry. Le ferry, c'est en centre-ville. Il vient tous les jours. Aujourd'hui, on est prêt à faire quelque chose. Il faut juste que le ferry soit un bateau équipé. Et là, techniquement, ce n'est pas quelque chose qui est très complexe à faire. C'est quelque chose qui est rodé. C'est quelque chose que l'on saura faire. D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Du coup, vous travaillez avec Sébastien, main dans la main. Ça fonctionne comment au quotidien, la collaboration Enedis-Aropa ? Ça fonctionne très bien, forcément. Donc on a des équipes qui travaillent ensemble au quotidien, qui se voient de manière extrêmement régulière, à la fois pour travailler sur les projets en cours, dont celui-ci, puis aussi de manière prospective. Christophe le disait, c'est sur l'ensemble de l'axe Seine, c'est des 74 bornes qui sont en projet de construction. Donc évidemment, on est même bien au-delà des seuls projets qu'on connaît à l'heure actuelle. Et il y a des réunions techniques extrêmement régulières. Il y en a même une lundi prochain sur ces sujets-là. Et puis on s'arrange pour que le bout de câble arrive au bon endroit, au bon moment, et que la suite arrive sans interruption. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On va passer à Emmanuel. Nous allons parler d'énergie nouvelle. Quel peut être le rôle du port dans ce domaine ? Bonjour à toutes et à tous. Donc Emmanuel Chilward, je représente Engie, acteur de la transition énergétique, et sur la question des énergies nouvelles. Pour nous, Smart Port City, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'avoir pu développer, de travailler au développement d'une innovation qui s'appelle de la pyrogasification. Alors c'est un nom barbare, on en parlait tout à l'heure, un mot compte triple au Scrabble, on fait plein de points, et parce qu'il y a plein de lettres comme des Z, des Y, donc tout va bien. C'est simplement le fait de chauffer des déchets, récupérer des gaz, les traiter et en faire du gaz naturel renouvelable. Voilà. Ça, c'est le principe. Alors, c'est beaucoup plus technique que ça, mais je l'ai énormément simplifié. L'idée est qu'on récupère globalement 70 000 tonnes de déchets qui étaient voués à la décharge ou à la valorisation en centrale. On leur donne une deuxième vie à travers un procédé pour derrière développer des usages autour du gaz naturel liés soit aux activités portuaires, soit aux entreprises situées sur la zone portuaire qui utilisent du gaz naturel, soit à la mobilité maritime, en liquéfiant le gaz naturel, puisque de nombreux navires commencent à utiliser le GNL à travers le monde. Et donc, ça donne un avantage supplémentaire au port du Havre d'avoir la possibilité de proposer aux armateurs, à leurs navires, un point de raccordement, d'avitaillement sur du gaz naturel liquéfié renouvelable. L'objectif, c'est ça.
Et donc derrière aussi, on travaille sur ce projet qui s'appelle Salamandre pour également contribuer à la décarbonation. On en parle depuis hier à diverses reprises. Édouard Philippe et Nicolas Maillard-Rossignol sont également exprimés sur le sujet. La question du carbone est une question majeure et c'est comment on peut contribuer à travers ce type de projet à décarboner dès le départ les déchets et travailler sur le carbone évité. Et donc l'objectif, il est clairement de profiter d'un contexte où on a une collectivité qui se met en ordre de bataille pour accueillir des projets, un territoire qui a une forte demande en gaz naturel, et donc demain en gaz naturel renouvelable. Pour mémoire, il y a un client sur le port du Havre qui représente 1% de la consommation française. Donc il y a des besoins. Et donc l'emplacement de ce projet au Havre n'est pas innocent. Et donc derrière, d'avoir, dans un troisième point, des usages. Usages industriels, usages sur la mobilité, puisque le représentant de Transdev tout à l'heure parlait des bus au bio-GNV, et donc ça peut y contribuer, et avoir une mobilité maritime alternative avec du bio-GNL. Voilà globalement ce qu'est le projet Salamandre, avec, j'oubliais juste simplement un côté financier, pour un coût qui avoisine les 150 millions d'euros. C'est pour ça que c'est une innovation. Merci Emmanuel. On parle de pyrogazéification, du coup on va pouvoir parler aussi d'innovation avec Jean-Baptiste Gastine. Quel est le lien entre les acteurs de la recherche et toutes les initiatives innovantes qui sont mises en place ? Avant de répondre à votre question, je voudrais insister sur tout ce qui a été dit par mes trois voisins. Chacun mesure bien que c'est des enjeux considérables qui vont permettre une attractivité accrue du territoire ville-port, une compétitivité accrue de ce territoire, mais qu'il y a aussi derrière ça des enjeux d'acceptabilité, et c'est très important que les habitants de ce territoire continuent à accepter les activités portuaires, les activités industrielles. Ces activités, elles ont des nuisances. Ça peut être des nuisances sonores, ça peut être des nuisances en termes d'émissions de CO2, mais aussi de particules fines et donc de polluants impactant ou pouvant impacter la qualité de l'air. C'est aussi des risques industriels. On a ici une quinzaine d'établissements Seveso. Et donc, derrière tout ça, il y a aussi des enjeux d'acceptabilité par la population de ce territoire, des activités qui caractérise fortement notre tissu économique. Et donc, il faut être capable demain de continuer à accueillir des navires en escale en impactant beaucoup moins la qualité de l'air qu'aujourd'hui. Il faut être capable demain d'avoir des industries qui soient plus respectueuses de l'environnement. Il y a tous ces enjeux qui sont des enjeux de compétitivité, d'attractivité, mais aussi d'acceptabilité de ces activités par le territoire. Alors, le lien avec la recherche, pour innover, évidemment, il faut essayer d'avoir des moyens de connecter les chercheurs du territoire avec le territoire et avec les acteurs économiques de ce territoire. Ici, on fait peut-être deux exemples. On fait un truc à la communauté urbaine que je crois très peu d'intercommunalités font. On finance des allocations doctorales, 9 par an, pour des chercheurs de l'Université du Havre. Alors, on ne le fait pas pour n'importe quelle recherche, on le fait prioritairement pour des recherches qui sont directement intéressantes pour ce territoire en tant que territoire économique. Et donc, ça va être la logistique, ça va être les nouveaux matériaux, ça va être les énergies, ça va être les questions internationales. Et donc, voilà, on soutient les chercheurs de l'Université du Havre. Il y a autre chose qui implique fortement l'Université du Havre, et qui est une fiche projet très intéressante de Smart Port City parce que c'est déjà lancé, c'est le centre d'innovation du drone en Normandie, avec des chercheurs de l'université, avec des acteurs économiques, avec la plateforme aéroportuaire du Havre. On a positionné un centre d'innovation du drone parce qu'il faut pouvoir l'expérimenter, il faut pouvoir tester. Il y a des questions très importantes, il y a des questions de droit, il y a des questions de sécurité. Les enjeux sont importants parce que les usages du drone peuvent être de surveiller des équipements industriels difficiles d'accès, mais dont il faut assurer la maintenance et donc dont on peut améliorer la maintenance préventive, par exemple. Il y a des questions d'inventaire, de logistique ou de terminaux. Avec un drone, vous inventoriez par exemple un gigantesque terminal de véhicules stationnés. Vous avez plusieurs dizaines de milliers de véhicules stationnés, il faut pouvoir les inventorier, le drone peut être utile, mais dans un entrepôt aussi.
Les drones peuvent être utilisés aussi pour capter l'air et avoir beaucoup plus de données que celles dont on dispose aujourd'hui pour la qualité de l'air. Et donc, voilà un centre d'innovation, j'ai cité que quelques innovations possibles, un centre d'innovation qui va permettre de tester des usages liés aux drones. Et ça, on le fait directement avec des chercheurs de l'université. Merci beaucoup. Je crois que nous avions une question. Oui, effectivement. J'ai une question parce que, effectivement, vous l'avez déjà dit, le Havre Smartport City vise notamment à fédérer un certain nombre d'acteurs différents afin de pouvoir prendre en compte l'ensemble des enjeux liés à la transformation du territoire. Effectivement, il y a des collectivités territoriales, des entreprises privées et donc des universités comme le NSM, l'Université Le Havre Normandie, Sciences Po. Et vous y avez déjà un peu répondu. Je me demandais pourquoi avoir choisi des universités et concrètement, comment ce partenariat se matérialise-t-il au sein du projet ? Alors j'ai répondu un petit peu avec les financements de thèse de l'université. Il était inconcevable pour nous d'imaginer des innovations, d'imaginer le développement économique de ce territoire sans s'appuyer sur l'enseignement supérieur et la recherche. Enfin, on l'a peut-être fait dans le passé, parce que Le Havre n'est pas une ville avec un passé universitaire ou un passé d'enseignement supérieur très riche. C'est inconcevable aujourd'hui, et donc on s'est rapproché immédiatement de l'Université du Havre et d'autres établissements d'enseignement supérieur, ceux que vous avez cités, peut-être d'autres qui n'ont pas été cités, l'École nationale supérieure maritime par exemple, pour bâtir notre programme Smartport City. Un mot sur le NSM, justement, parce que elle a été lancée, je crois, en début de semaine. On a lancé il y a à l'ENSM un instrument assez rare qui est un simulateur de passerelle. Vous avez des commandants de navires qui sont là, qui sont au poste de commandement du navire, à la passerelle, avec des équipements électroniques dans tous les sens, avec des écrans dans tous les sens. Ce simulateur leur permet de réagir en cas d'attaque cyber. Tout s'éteint. Vous imaginez, vous avez un navire de 23 000 EVP, vous êtes aux commandes, vous êtes dans l'océan et tout s'éteint. Et bien, comment vous réagissez? Et bien, on a créé une plateforme, un instrument, un simulateur qui leur permet on l'espère, si ça devait se produire, de réagir le mieux possible dans des conditions extrêmes, et donc de naviguer à l'estime, de peut-être réutiliser quelques instruments qui pourront être utilisés. Enfin, bref, voilà. C'est des choses comme ça qu'on est en train de travailler, et on ne peut le faire qu'avec des établissements d'enseignement supérieur. D'accord, merci. On va passer la parole à Claire. On va essayer de faire un petit travail de prospective et d'imagination. Je vais la laisser vous poser sa question. Je vous remercie. Du coup, effectivement, à chaque fois qu'on s'intéresse à des questions comme celle-ci qui portent de près ou de loin sur des questions environnementales, on est obligé de rentrer dans une perspective d'avenir, dans une perspective d'évolution qui est assez complète. Donc, à partir de là, comment est-ce que vous imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, la Smartport City, justement? Qui prend la parole? Je vais prendre la parole. L'idée, c'est de ne pas rester tranquillement dans notre canapé. C'est de se dire comment on peut voir, effectivement, sur cette période-là, et comment on se projette. Et c'est comment on emmène, finalement, un territoire et des utilisateurs d'un territoire, des habitants, des entreprises, à diminuer leur consommation énergétique, changer des comportements, avoir un comportement vertueux, responsable, et derrière développer du renouvelable. Et avec tout ça, nous, notre volonté, elle est clairement d'amener un outil à disposition. Un outil c'est pas de la philosophie, mais c'est pas la fin en soi. C'est comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est ça le plus important à notre regard. C'est comment on met au point un outil, un vecteur, un produit avec des qualités, et comment on l'amène à des utilisateurs qui véritablement en feront quelque chose et l'utiliseront de façon vertueuse. C'est ça l'enjeu pour moi et pour nous, je l'espère, dans les 5, 10, 15 prochaines années. Sébastien, Christophe, est-ce que vous voulez réagir? Oui, sur la prospection, alors
Enedis développe et réfléchit à des scénarios prospectifs jusqu'à 2050. Alors on ne lit pas dans une boule de cristal, mais on se dit, voilà, en fonction de différents scénarios, quels sont les impacts sur le réseau de distribution électrique. Alors on sait évidemment qu'il y aura un développement extrêmement fort de la mobilité électrique, un développement fort, c'est plus difficile de le jauger, des énergies renouvelables comme l'éolien et le photovoltaïque. À titre d'exemple, sur la mobilité électrique, on a des modèles de calcul alors, voilà, qui bougent très très vite, hein, parce que les hypothèses bougent aussi très très vite, mais à ce jour, on établit que potentiellement en 2035, on pourrait avoir entre 60 et 70 000 véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables sur le périmètre de la communauté urbaine du Havre. Donc vous voyez la courbe. Donc tout ça, il faut bien sûr l'intégrer dans le réseau de distribution sur le long terme, et c'est le travail qu'on mène actuellement. Après, pour moi, très, très simplement, le Smart Port City, dans 10, 15 ou 20 ans, ça sera quoi? Ça sera un port qui sera en grande partie décarboné, forcément, parce qu'en grande partie électrifié, mais pas que, mais en grande partie. Ça sera un port où l'analyse des données massive permettra d'optimiser les process du port, permettra aussi de simplifier la vie et d'améliorer la vie des personnes qui travaillent sur le port et puis des personnes qui vivent sur la communauté urbaine. Et puis ça sera un port qui fera référence en Europe. Christophe, est-ce que vous voulez nous donner votre perception ? Oui, bien sûr. Donc, le port, la marche est en avant, quoi. Ça veut dire que déjà, dans des années, on va commencer par moins consommer, et puis sur certains sujets, plus consommer ou consommer du décarboné. Un port, c'est des bateaux, mais aussi c'est des bâtiments, hein. Il y a un patrimoine de bâtiments qui vont être optimisés, qui vont moins consommer, qui à un moment vont produire des panneaux photovoltaïques sur le toit, des choses comme ça. Donc on consomme moins, on produit. C'est de l'activité. Donc les navires vont changer. Les navires, ils vont avoir besoin de carburant, d'autres carburants. Donc c'est un port qui va être en capacité de fournir à ses clients, à ses navires, des avitaillements, des nouvelles sources d'énergie. Un port, ça a des engins, ça a des bateaux pour assurer des dragages, il y a des remorqueurs qui sont liés au port, il y a des véhicules terrestres. Donc c'est un basculement de ces engins qui aujourd'hui sont des diesels sur des nouvelles technologies. Ça va pas être le plus facile parce que faire tourner au gaz des petits engins, c'est compliqué parce que ça devient un tanker qui accessoirement a une autre activité. Il faut des gros volumes. Ça, c'est pour illustrer le fait qu'il y a des choses qui peuvent se faire tout de suite. Il y a des choses qui vont se faire doucement. Il y a des choses qui vont se faire par étapes. Et puis, c'est un port, Sébastien parlait des process. C'est un port qui va améliorer ses process. Donc améliorer les process dans un port, c'est de se mettre en positionnement, de partager de l'information de façon rapide, de façon efficace, de façon juste dans tous les acteurs d'une chaîne de transport, d'une chaîne logistique. Et donc, c'est de la dématérialisation de la donnée, c'est des transferts rapides de données en gros volume avec l'utilisation d'outils, de technologies qui se développent, la 5G, les performances informatiques, en fait, toutes ces choses-là. Et le port, c'est d'être en capacité de faire marcher tout ça ensemble dans le service de l'efficacité pour le compte de tous ses partenaires. Delphine, pardon, si vous me le permettez, j'avais juste une question, faisant suite à la question de Claire. Alors, quelles seraient les limites qui iraient à l'encontre du développement de Smart Port City tel qu'il est actuellement imaginé ? Moi, je vois une limite mondiale, puisque, on l'a bien entendu depuis hier, le port est un hub, est une interface entre le territoire et le monde. Et donc la limite serait, à mon regard, ce que peuvent nous donner les autres acteurs, les autres parties prenantes mondiales, comme limite et comme crainte et comme frein. Et l'enjeu, il est là, c'est comment on arrive à rester dans la course, à proposer l'innovation, à toujours répondre aux attentes dans une vision d'utilisation d'énergie renouvelable, de production et de diminution des consommations sur le point énergétique. Et avec un mot qui s'appelle Smart Port City, c'est en intégrant la ville et le port dans un même territoire et avec une diminution
véritablement du coût carbone de tout un chacun et de toutes les activités. La limite, elle est là. Et la limite, elle sera sur ce que vont également nous imposer nos parties extérieures. D'accord, merci. Sinon, les autres limites, on les connaît. Hein. C'est le caractère fini des matières premières sur cette terre. C'est des choses comme ça qui sont des contraintes. Mais sinon, s'agissant de Smart Port City, j'ai envie de dire nos limites d'une certaine façon. Parce qu'on voit à peu près ce qui va se dessiner dans 5 ans. On en a parlé. Il y aura des quais électrifiés. Ils sont déjà électrifiés pour la croisière fluviale. Ils seront électrifiés demain pour la croisière maritime. Après-demain pour les terminaux à conteneurs. On aura ici le moyen de valoriser des déchets pour produire de l'énergie. Il y a beaucoup de projets autour de la production de nouvelles énergies. Ça, c'est en train de se faire, c'est en train de se dessiner. On aura une grosse unité de production de pales et de nacelles d'éoliennes offshore. Voilà, ça c'est déjà là ou c'est là dans quelques années. Après, dans 10, 20 ou 30 ans, c'est beaucoup plus difficile à dessiner. Ce qui est sûr, c'est que ce sera avec vous, c'est-à-dire avec la génération que vous représentez. Et ce qui est sûr, c'est que ça va probablement, on est probablement qu'au balbutiement de choses qu'on a du mal à envisager parce que les changements vont être, à mon sens, extrêmement profonds. On a là des ressorts de profonds changements. C'est à la fois des énergies nouvelles, et on sait que à chaque fois qu'il y a eu des énergies nouvelles, le charbon, le pétrole, ça a entraîné des mutations économiques et sociales considérables. Et on est à l'aube de ça. Et on est aussi à l'aube de choses qu'on ne mesure pas bien, c'est tout ce qui va être fait avec les données, les informations qu'on échange. Parce qu'on sait aussi, et si je prends le temps long, puisque vous m'avez invité à prendre le temps long, que dans l'histoire, l'invention de l'écriture, ça a eu, et c'est bien des données qui sont conservées, qui sont stockées, et puis qui permettent une diffusion d'informations ensuite. L'écriture ou l'imprimerie, ça a eu des changements profonds, ça a imprimé des changements profonds. Et là, avec le numérique, c'est probablement encore plus profond, comme capacité à stocker, à diffuser, et en même temps à accompagner des modes de production ou de gestion d'énergie ou de production industrielle. Donc on est probablement à l'aube de changements extrêmement profonds qu'on mesure probablement très mal, ici, en tout cas à long terme. Merci à tous. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci pour ces échanges passionnants qui nous laissent présager quand même de nombreuses initiatives à venir. Si j'osais, je dirais qu'on est arrivé à bon port. Il est presque 12h30, donc on arrive à la fin de notre table ronde. Et je vais donc laisser la place à la prochaine table ronde. Merci à tous. Merci pour vos questions. Merci.